Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle découverte de notre patrimoine. Je suis en province de Hainaut, dans la région du centre, et je dirais même dans un endroit unique au monde, une suite de 4 ascenseurs à bateau datant de la fin du 19e, du début du 20e siècle, les seuls à être parvenus jusqu'à nous dans leur état originel. Je vais tout vous raconter, car vous me connaissez, j'ai les clés. Je vous retrouve donc dans cette belle province de Hainaut, une terre qui ne dispose pas de voies navigables naturelles, à l'exception d'un bref parcours de l'Escaut à l'ouest et de la Sambre à l'est. Il était donc indispensable de développer des voies naturelles modernes pour accompagner le développement industriel de la province. Alors, le projet était ambitieux, mais il posait aussi de nombreux problèmes techniques. À la fin du 19e siècle, la gestion des charbonnages de la région du centre demande une liaison par voie navigable avec Mons d'une part et le canal Charleroi-Bruxelles d'autre part. À cause du manque d'eau et des déclivités importantes, la solution des écluses est impossible. Suivant les exemples anglais et français, on propose une solution audacieuse, des ascenseurs hydrauliques. Marc Michaud, bonjour. Bonjour Patrick. Alors vous êtes directeur honoraire des voies navigables, des voies hydrauliques de Mons. Je voudrais qu'on retourne aux sources. Ça a démarré quand l'idée de cet ascenseur? Alors l'idée de cet ascenseur, c'est surtout l'idée du canal du centre. Ouais. C'est-à-dire une grosse difficulté technique pour pouvoir joindre le réseau navigable du bassin de l'Escaut au réseau navigable du bassin de la Meuse. Et vers début des années 1800, les deux villes de Mons et de la Louvière sont arrosées par des canaux, mais il n'y a pas de jonction entre ces 20 km entre Mons et la Louvière, parce qu'il y a une différence de niveau importante. Et on se creusait la tête pendant des dizaines d'années pour savoir comment est-ce qu'on va réaliser un canal qui parvient à joindre ces deux villes distantes de 90 mètres de dénivelé. Une écluse, ça n'était pas possible, quoi, le dénivelé est trop important? C'est plus compliqué. Le gros inconvénient, c'est qu'une écluse, ça demande plein d'eau. Ouais. À ce niveau-ci, nous n'avons presque pas d'alimentation naturelle. Les rivières qui coulent n'ont pas assez de débit. Donc, il fallait trouver d'autres solutions. L'inspiration, elle est clairement anglaise. C'est ça. C'est vraiment les Anglais, qui étaient déjà les maîtres en matière de technologies diverses, qui ont créé un ascenseur hydraulique à bateau. C'est donc un ascenseur qui fonctionne comme une balance hydraulique. Ouais. Un bac rempli d'eau et d'un bateau peut descendre et faire monter le bac à côté. C'est une balance hydraulique. L'avantage de ce système, c'est qu'il ne consomme pas d'eau par opposition à une écluse. Il faut beaucoup d'efforts et des travaux harassants pour concrétiser ce projet titanesque qui rencontre aussi des réticences politiques. Il faut dire que les voies fluviales rencontrent aussi à l'époque la concurrence du rail et des routes qui connaissent un impressionnant développement. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la volonté de finir les travaux est manifeste. Le Programme national des voies navigables fait de la Belgique un pays en pointe en matière de navigation et de canaux. Didier Dehon, bonjour. Bonjour. Vous êtes gestionnaire en sauvegarde du patrimoine à la WAP. Quand on est face à un site pareil, on est frappé par la grandeur, je dirais même parfois le gigantisme. On a vraiment voulu faire les choses de façon vraiment esthétique, belle. Oui, c'est tout un ensemble. D'ailleurs, la partie métallique, les ascenseurs, ce sont des ouvrages d'art. Qui dit ouvrage et art, justement, ça fait partie. Il y a un côté esthétique. On maîtrise parfaitement le travail du métal et on recherche aussi l'excellence. C'est l'excellence au niveau technique, mais on accompagne tout ça le long du canal, de bâtiments aussi, avec de l'excellence, mélange de briques, de pierres. On a toutes les maisons éclusières aussi. En plus, on a un paysage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le métal pour les ascenseurs, la brique, la pierre pour les bâtiments qu'on trouve le long du canal, l'eau, mais également tout l'aménagement paysager. On est dans une région riche aussi, il faut le dire. Oui, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, au 19e siècle, c'était le centre, un des centres économiques de la Belgique, voire même de l'Europe. Sidérurgie, charbonnage, donc vraiment le bassin économique de l'époque. Alors Didier, l'historien de l'art, quand il est face à un bâtiment pareil, il en pense quoi? On a l'impression que c'est un mélange de styles, même avec des petites références médiévales, un peu comme un château fort. Oui, on va rechercher toute une série d'éléments, on va dire classiques, on mélange, mais on fait chaque fois référence à des grands moments de l'architecture. Et donc on met ça en évidence pour montrer un peu
petit côté ostentatoire. Mais comme on est dans une zone où la richesse est là, ben on se permet ce genre de choses. Voilà, vous l'aurez compris, l'histoire de ces travaux est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Il a fallu convaincre, batailler pour réussir à concrétiser ce projet qui aujourd'hui constitue à juste titre une des fiertés du Hainaut. Mais encore faut-il réussir à comprendre comment ça marche. Marc Michaud, un petit mot maintenant au niveau technique. On a envie de comprendre et je préviens tout de suite, je ne suis pas très doué. Donc il va falloir expliquer les choses de façon claire, comment tout ça fonctionne. Le principe d'un ascenseur à bateau, c'est une balance hydraulique. Ouais. Donc les deux plateaux, c'est chaque fois un des bacs capable de contenir un bateau. D'accord. Ces bacs, l'un descend et fait monter l'autre. Comme avec du lest. Comme avec du lest, effectivement. Ah. Et celui qui descend est un peu plus lourd que celui qui monte. Et ceci permet de faire passer les bateaux en haut et en bas. Le monstre bleu que j'ai derrière moi, très beau, au demeurant, il cache quoi? Une très belle roue à aube. D'accord. Cette roue à aube, elle est mise en mouvement grâce à une chute d'eau qui est simplement de l'eau qui est prélevée dans le canal supérieur. Ok. Elle met en rotation cette roue à aube. D'accord. Et elle entraîne une série de plusieurs pompes hydrauliques et qui parviennent à augmenter la pression sensible jusqu'à 50 atmosphères, 50 bars. Ça correspond à une colonne d'eau de 500 mètres. On peut même aller jusqu'à affirmer que c'est presque un procédé écologique avant l'heure. On s'en étonne. Mais effectivement, c'est écolo avant la lettre, c'était pas la volonté de l'époque. Ouais. Mais ils n'ont pas voulu de machine à vapeur. Tant mieux, c'est encore plus simple, c'est plus facile à gérer et ça fonctionne encore tel quel maintenant. Marc, je pense que si j'avais eu un prof de sciences comme vous, j'y aurais enfin compris quelque chose. C'est un compliment, hein. Merci beaucoup. On peut prendre un peu de hauteur Oui, effectivement, nous et pourrions les comprendre visiter. le réseau, justement. Oui, Voilà. effectivement. Et de la hauteur, on verra beaucoup mieux l'ensemble du fonctionnement de Je vous cette machine. suis. Venez. Je vous précède. Oui. Allez-y. Ici, moi, j'ai l'impression, Marc, d'être dans un poste de pilotage d'un, je sais pas, d'un cargo. C'est évidemment pas un cargo qu'on pilote, mais c'est la partie la plus essentielle de cet ascenseur. Ouais. C'est le volant de manœuvre Ouais. de la vanne centrale, la vanne qui ouvre ou ferme la possibilité à l'eau de faire le Ah oui, balancement. c'est écrit. Et autour d'elle, toutes sortes de petits mécanismes qui permettent, par exemple, d'adapter le niveau du bac Ouais. supérieur parce qu'il lui manque 1 centimètre. Mais c'est également des sécurités, puisque quand on fait un balancement, il faut s'assurer qu'aucune porte ne peut être manœuvrée. Ouais. Et ça, c'est important pour la sécurité. Donc ici, il vaut mieux que je touche pas. Surtout pas. D'accord, ça va, j'ai compris. Marc, ce qui est spectaculaire aussi, quand même, c'est l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la première fois pour un bien wallon et en plus un bien industriel. Oui, effectivement. C'est même étonnant. On aurait pu croire que le premier site qui aurait été classé par l'UNESCO était un monument classique comme une cathédrale. Eh bien non, c'est un ouvrage technique. Et donc, c'est aussi une caractéristique très première pour ce genre de classement. C'est toute la technologie qui est classée et en ce compris l'entretien. Alors vous pouvez, quand je dis vous, c'est pas seulement vous, hein, en tirer une légitime fierté. Une fierté, certainement. Ce n'est pas moi, ce sont mes prédécesseurs qui ont maintenu, entretenu et respecté tout ce patrimoine. Mais évidemment, c'est l'ensemble de la hiérarchie des ingénieurs et des ouvriers qui ont travaillé ici qui étaient vraiment mis à l'honneur lors de ce classement. En quelques années, le canal du Centre est passé du statut de bien ordinaire à celui de bien classé, inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel et enfin du patrimoine mondial. Une légitime fierté pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui l'ont conçu, parcouru et entretenu au fil du temps. Julie Bouisseret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice ici des sites touristiques, dont des canaux du centre. J'aimerais qu'on commence par parler un petit peu de la vie des bateliers, en fait. C'est quand même une vie très particulière à l'époque. Oui, très. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Encore aujourd'hui. Oui, c'est une vie assez marginale. On peut la comparer un peu aux gens du voyage. Donc, ce sont des personnes qui aiment découvrir de nouveaux horizons, qui aiment surtout l'indépendance et la liberté, contrairement à ce que nous, les gens de la Terre, vivons. À la fois, c'est un métier qui semble
lent, parce que bon, voilà, un bateau, ça va pas vite, mais il faut aussi respecter des délais, des timings. Oui. Il y a des délais à respecter au niveau des marchandises. C'est la voie lente, mais en même temps, il y a un petit stress professionnel qui est toujours permanent. C'est aussi des conditions de vie très dures, je pense. Oui, les bateliers, au tout début, n'ont ni eau courante ni électricité à bord. Après, avec l'évolution des techniques, bien sûr, ils arrivent à avoir ce dont ils ont besoin. Mais il faut aussi ne pas oublier qu'ils sont tributaires de la météo. Il vous est déjà arrivé de rencontrer des bateliers qui racontaient leur vie, leur expérience, qui ont travaillé ici sur ces canaux du centre? Oui. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent, on ne devient pas batelier, on est batelier. Donc les bateliers que je connais travaillent aujourd'hui avec nous, sont généreux en anecdotes en fait. Ouais. Ils ont beaucoup à raconter d'une vie totalement particulière et différente de ce que nous pouvons vivre à terre. Alors Julie, justement, là, pendant qu'on parle, eh bien, il y a un autre bateau qui arrive. Voilà, tout à fait. Toute la flotte est là. On l'a bien vu, donc maintenant vous vous occupez de l'aspect touristique des choses. Mais comment on transforme un lieu qui est un lieu d'histoire et puis un lieu de travail en une attraction touristique? Alors, ça permet en fait justement de pérenniser ce canal du centre historique qui était voué à la démolition et au remblaiement. Et donc, ce site étant inscrit sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie en 92, a pu également avoir la reconnaissance suprême du patrimoine mondial de l'UNESCO en 98. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on débarque ici, justement? Alors, soit une croisière qui permet de franchir une écluse, un ascenseur hydraulique et de découvrir une salle des machines. Ouais. Ou alors, on peut aussi être le propre pilote de son embarcation et louer des petits bateaux électriques à l'ascenseur numéro 1. Et donc, on peut piloter sans permis? Oui, sans permis. Alors aujourd'hui, le canal est utilisé essentiellement à des fins touristiques. La navigation commerciale est-elle détournée vers un nouveau tronçon et un nouvel ascenseur, celui de Strépitieux, qui assure le franchissement de la fameuse dénivellation. Mais vous me connaissez, à ce moment très précis de l'émission, j'ai toujours envie de vous faire découvrir un lieu inaccessible au public. Autant vous prévenir, attention les yeux et les oreilles, vous n'allez pas être déçus. Tu me suis? Oui, j'arrive. Je vous suis. Oui, suivez-moi. Ah oui, mais on s'enfonce, hein? Oui. Voilà. Oula! Mais on se trouve où ici, Marc? On est sous l'eau? Oui, on est bien en dessous du niveau de l'eau. Ouais. La tôle qu'il y a ici au-dessus de nous, c'est la tôle de fond du canal, finalement. On peut dire qu'au-dessus de nos têtes, il y a de l'eau et potentiellement aussi un bateau, des gens sur le bateau, tout ça. Effectivement. Soit c'est 100% d'eau, soit c'est l'eau plus un bateau. Donc l'eau plus le bateau, des gens dans le bateau et... Et dans le bateau. Et la structure métallique, ça nous fait 1000 tonnes à peu près. Tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des pièces d'origine. Ah oui, hein? Oui. Bah oui. Oui. Ouais. On a commencé à construire ça en 1884 Ouais. et effectivement, toutes les pièces sont d'origine. Et donc, ces 1000 tonnes de structure sont supportées en un seul point. Ouais. C'est ce piston de 2 mètres de diamètre. D'accord. Ça. Ça, c'est la tête du piston, mais le piston Ouais. lui-même, c'est cette partie-ci qui Ok. peut se déployer D'accord. et qui peut s'élever de 15 mètres en emportant ainsi le bateau, le bac, l'eau à 15 mètres plus haut. Quand on est ici, Marc, et vous connaissez forcément tellement bien le lieu, vous avez parfois une pensée pour tous les gens qui ont construit ça, qui ont rendu ça possible? Et d'autant plus que c'était encore plus pénible à l'époque que maintenant. Déjà, c'est un travail colossal à faire à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était dans des conditions beaucoup plus difficiles. Travailler 6 heures par jour et 6 jours par semaine pour un tarif qui ne veut pas grand-chose. Effectivement, on doit rendre hommage aux constructeurs de ceci. Marc, vous nous aviez promis de nous en mettre plein les yeux et vous n'aviez pas menti, en tout cas. Merci. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite et puis que surtout nous vous avons donné envie de venir découvrir cette nouvelle perle de notre patrimoine. Au fil de l'eau, vous adopterez une vitesse de croisière, vous partirez sur les traces de ces hommes et de ces femmes qui ont fait de ce lieu un endroit véritablement unique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes, car vous le savez, j'ai les clés, il y a encore plein de trésors à découvrir.